Bonjour et bienvenue à tout le monde dans cette salle de la mairie. La conférence à laquelle vous avez assisté à l'occasion des 100 ans de la salle Chili va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier temps, Madame Evelyne Guy-Capelier, docteur en études basques, va proposer un parcours historique sur les lieux où se pratiquait la pelote. Et dans un second temps, Riad Tsomengi, maîtresse de conférence en études basques et membre du bureau de la salle Chili, va retracer l'historique de notre club sur ces 100 ans. Je vais passer la parole à Antione, notre maire. Esker, Gabon dener, Eriko itxein izenean, kontsiloren izenean ongi etorri deneri. Biziki fiel dela haratsuntan hemen gertatzen den konferentzio hortaz. Ikusteko gara belaunaldi ze izan den eta zer den kirol hori gure herrian eta gure ibarran. Jakinez, kirol bat baino aixe gehiago dela, kultura bat da, eta ordeon hori pentsatzen dut ukanen dituzuen mintzaldiekin untsa konprenituko dugula, eta ordean behuti gehiago gozatu eta konferentzia hori. Un petit mot, juste pour vous saluer, vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil municipal dans cette salle qui a été pendant très longtemps la salle du conseil municipal. Et juste vous dire qu'on est très fiers, la commune de Baïgori, le conseil est très fier de cette conférence de ce soir qui va nous montrer qu'on est bien au-delà de la simple exécution, du simple exercice d'un sport, qu'on est bien dans une pratique culturelle ancienne et profonde. Le fait de voir que les montagnes et l'école sont mis à contribution nous montre combien c'est intégré, depuis la montagne jusqu'au château des seigneurs des Chaus. Partout on a joué à la pelote. Donc moi je n'y connais rien, je vais tout taire et je vais écouter comme tout le monde. Gabon de l'air. Esker est assez asiatique, je vais faire en français, mais quand même. Donc je vous remercie d'être venu partager quelques moments d'histoire. Je ne vais pas faire l'histoire des lieux parce que je sais que Emmanuel Inara, qui n'est pas très loin, à l'Hospitalia, vous a déjà fait une conférence ici, mais il m'a passé ces photos, que à l'occasion je n'ai comme ici, donc je le remercie de m'avoir passé ces photos. Et je ne vais pas faire l'état de tous les lieux, déjà il y en a beaucoup trop, et l'histoire de tous les lieux encore moins. Mais je vais partager des choses que j'ai trouvées à l'occasion de mes recherches pour la thèse que j'ai faite sur la pelote basque. Donc, c'est beaucoup avec les articles de presse que j'ai pu apprendre les détails sur l'histoire de la pelote. Et c'est aussi en ayant beaucoup d'articles de presse, en fait, et on peut arriver à faire des études statistiques et avoir des évolutions, des tendances, à voir quels sont les jeux joués plutôt à telle époque, comment le Chistera arrive, quand on passe de la langue au robot, plutôt que c'est le robot le jeu préféré, et puis quand après c'est le tour du bled, c'est-à-dire le jeu qu'on joue le plus actuellement, le bled, c'est, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est juste le jeu contre le mur. Comme tout le monde joue contre le mur. Et ça, c'est vraiment un jeu d'invention basque, on va dire, comme le robot. Alors, un petit point quand même pour dire que la pelote, la balle, c'est un jeu qui est sans doute aussi vieux que l'humanité, et on en trouve des traces absolument partout. Quand on fait des fouilles archéologiques, vous voyez ici, on trouve soit les traces de balles elles-mêmes, soit des représentations du jeu avec des figurines, sur des vases ou bien sur des mosaïques. Je vous ai mis quelques exemples. Et puis je vous ai mis là un jeu parce que, évidemment, comme la balle se joue un peu partout dans le monde, et bien notamment il se joue dans cet endroit en Amérique centrale où il y a un jeu vraiment typique, Ulama, celui-ci, qui se joue encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit plus l'info. Si, ce jeu qui se joue donc encore aujourd'hui, et la pelota mixteca qui ressemble plus au jeu de pommes, donc un petit peu au robot, parce que ça se joue aussi avec des murs. Le jeu donc, c'est un jeu dont on ne connaît pas trop les règles, quand on voit, on a quelques auteurs anciens qui parlent des règles, et puis on ne parle plus jamais du jeu, on ne le retrouve plus, et des siècles après, on retrouve ce qu'on appelle le jeu de pommes.
Le jeu de paume, c'est un jeu qui se joue face à face, comme vous voyez, et qui s'appelle chez nous l'Océane, l'Oussaran ou la Chouane. Pour jouer au jeu de paume, donc, il y a des choses qui sont importantes. Il y a évidemment la balle ou la pelote, comment est-ce qu'on la fabrique, et il y a plein de façons de fabriquer une pelote, et dans les temps anciens, ils n'étaient pas très sympathiques, des fois ils mettaient dedans de la chaux, des petits bouts de pierre, des petits bouts de cailloux, n'importe quoi. Maintenant c'était de la ficelle, et puis on enrobait de drap, et d'une deuxième couche de drap, ici on met plutôt du cuir. Donc ça c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est d'engager le poids. Pour engager, on engage ici, vous voyez, on engage sur le toit, voilà. Et puis il y a une autre chose, c'est que quand on a les mains fragiles, il faut se protéger la main. Donc on va mettre un gant, un double gant, on va prendre une raquette, comme ici, au jeu de paume on prend une raquette, on va prendre ce qu'on appelle ici des battoirs, ailleurs à Madrid on utilise plutôt des palas, même dans le Pays Basque. Ici vous voyez qu'on utilise nos gants de boutique par exemple pour engager, là on utilise ce toit. Et ici, ce sont des jeux qui se pratiquent dans le nord de la France, en Île-de-France et puis également en Basse-Normandie. C'est le jeu de tamis, vous voyez, quand on fait monter la pelote sur un tamis. On prend en fait, chaque région va prendre ce qu'on appelle le jeu de paume qui se joue partout en Europe, mais avec des noms différents évidemment suivant les pays. C'est à peu près les mêmes règles du jeu, c'est arrivé vers le XIIIe siècle ça. Et chaque région se l'adapte avec le matériau qu'il y a sur place. Et ici, par exemple, il y a un gant qu'on appelle gant casserole, qui est un gant en cuir qui ressemble un petit peu à notre gant de Pachaka ou de Rebot ou de la Chaux. Donc, chaque région pratique le jeu de paume. Et quand on change de région, quand on voyage, on joue tous ensemble au jeu de paume. Ça s'appelle toujours jeu de paume, mais ici, dans tous les articles, vous allez voir plus tard, ici, la partie qui est là représentée, c'est une partie sur la place de Cibourg. C'est une partie, sans doute, la Chouane. Donc, vous avez de la chance ici, dans la vallée, parce que vous avez le joueur le plus célèbre de toute l'histoire de la pelote. Alors, je crois que quelqu'un prépare un grand ouvrage là-dessus, un grand travail là-dessus. Donc c'est Percaille. Percaille, c'est un joueur qui est légendaire, mais on peut dire aussi que c'est un mythe littéraire, parce qu'il a d'abord été connu par des chansons, comme souvent, des chansons qui ont été écrites à propos de ses parties. Percaille était à Sansa, la partie de Saint-Palais, il y a la partie de Tolocha, évidemment, on écrit quand il gagne, on n'écrit pas quand il perd, des fois ça lui arrive de perdre. Mais donc, voilà, c'est d'abord des chansons qui ont été transcrites après, on a ce manuscrit-là, le manuscrit possédé par Lacombe, il date du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, mais avant, c'était oral, la tradition. Donc il y a eu ces chansons, mais là aussi, il a été connu, puisque en 1819, il y a un auteur français qui se promène dans toutes les provinces de France, qui décrit ce qu'il voit, et qui parle de Percaille. Il en parle au milieu de 5 joueurs. Il y avait 5 joueurs importants, dont Percaille. Et il cite une petite anecdote. Il parle de Percaille qui s'est réfugié pendant la Révolution et qui vient disputer une partie contre un rival aux Alpudes. Et il dit qu'il a obtenu un sauf-conduit pour pouvoir jouer cette partie. Et qu'ensuite il a gagné cette partie et qu'il a été raccompagné par la foule enthousiaste jusque donc à la frontière. Donc cette histoire a été reprise après en 1826 par Adert dans son résumé de l'histoire du Pays Basque et du Béarn. Pareil. Et puis d'autres auteurs encore ont suivi. C'est ça le mythe littéraire. Et il y a un auteur, donc Lavigne, Germain de Lavigne, qui en 1855 commence un petit peu à modifier déjà l'histoire, vous l'avez là sur l'écran. Donc cette fois-ci, il rentre en Espagne applaudi et protégé. Donc il y a le mot protégé, donc c'est déjà un petit peu différent. Et quand arrive Pierre Harispe, lui, il en fait un roman. Il en fait Drame sous la terreur. Et c'est comme ça que maintenant on connaît Percaille. Alors que ce soit vrai ou faux, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'autre est son mythe, sa légende. Et c'était adapté, cette œuvre-là de Harispe, pour l'Opéra de Paris,
avec donc la musique de Jean Poët en 1931 et avec les décors de Ramiro Harlé que vous voyez à l'écran. Vous avez quelqu'un d'autre qui est très important aussi dans l'histoire de la pelote, c'est Salaberry d'Ibarol, le notaire, qui a écrit un vocabulaire banavaré. Il n'est pas loin d'ici. Et ce qui est important dans ce vocabulaire banavaré, c'est qu'il y a beaucoup de termes du jeu de paume, qu'il appelle lui-même comme ça, un terme de jeu de paume. Parce qu'à l'époque, on appelle ça partout le jeu de paume. On appelle ça évidemment en pilota ici, en chocolat, mais en français, on appelle jeu de paume. Et donc, il y a des termes qui sont importants, comme ici, araya, vous voyez araya, et vous voyez par exemple chacha. Ça désigne la même chose. Sauf que, araya, c'est un terme qui vient du mot espagnol, du castillan, raya, qui est la raie, c'est-à-dire la frontière qui, la langue ou le rebot, sépare les deux camps. La différence entre la langue et le rebot, c'est que les deux camps, ils sont égaux à la langue, et le rebot, pas du tout. Et chacha, c'est un terme qui évidemment vient du français, parce que dans la langue comme dans le rebot, on dispute des chasses. Et donc les Basques Trompaïdou, ils ont compris que ça n'avait rien à voir avec le fait d'être un chasseur. Et donc ils n'ont pas traduit avec le mot basque chasse, mais ils ont traduit chacha. Voilà. Et ce terme chacha, on le retrouve aujourd'hui seulement dans chachali. C'est-à-dire, au départ, chachali, c'est celui qui marque les chasses, et de nos jours, et en même temps, il compte les points, bien sûr. Mais de nos jours, Chachali, c'est seulement celui qui chante les points, qui compte les points. Voilà. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on dit l'oussaran. L'oussaran, c'est à la longue, on va dire aussi dans le langage plutôt l'océan. L'oussaran. Pourquoi on ne dit pas l'achoan? Parce que c'est la traduction ici du français. Et qui dit la Shoan, plutôt du côté du Bastan, on va dire la Shoan, parce que ça vient, c'est la traduction du mot castillan pour désigner le jeu. Le jeu, il s'appelle Juego de Pelota en castillan, mais il s'appelle aussi l'arvo. Et donc l'arvo, ça se traduit par la Shoan. Donc d'où les histoires comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, il y a plutôt des termes castillans qui sont restés, notamment la façon de compter, quince, compter, tout ça, ça vient quand même du castillan, et non pas les termes qui étaient issus du français. Vous avez aussi le botarari, donc la pierre, parce que pour engager ici, on se sert d'une pierre. C'est pas un toit, mais c'est une pierre, et puis c'est un butoir. Le bota, qui veut dire donc buter. Et chacun, ça va être le terme castillan. Alors ça, la vérité d'Ibarol, non seulement il a fait un vocabulaire où il parle du jeu de paume, donc du jeu de pelote, mais il fait aussi beaucoup d'articles. À l'époque, la presse, le Courrier de Bayonne, le Mémorial des Pyrénées, ont des correspondants comme ça qui racontent les parties, qui annoncent les parties. C'est comme ça que tout le monde sait qu'il y a telle ou telle partie. C'est comme ça que moi j'ai pu faire toutes mes études. Donc ici, vous pouvez remarquer, le jeu de paume est national, dit Salaberry d'Ibarol. National, qu'est-ce que ça veut dire? National basque. Bon. Il faut dire que les Basques, ça ne les dérange pas de dire qu'ils sont français aussi à l'époque. Il n'y a pas de gêne à ce moment-là. On est aussi bien un peuple basque et peuple français, ça ne les dérange pas. Ils se sentent à la fois basques et français. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est les Aldudes contre Baïgori, donc c'est une lutte entre deux villages, une partie entre deux villages, mais qu'on n'hésite pas à faire venir quelqu'un de Hasparin. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut toujours équilibrer les parties, parce qu'une partie c'est un spectacle, et c'est un spectacle où on parie. Il ne va pas y avoir de pari si les équipes ne sont pas à peu près égales. Ça n'a rien à voir avec les championnats d'amateurs d'aujourd'hui. Et il y a toujours beaucoup de spectateurs, même les Espagnols. Et ici vous voyez qu'il y a un caramillo qui va donner de l'argent parce que quelqu'un a fait de la contrebande et il est solidaire. Voilà. C'est aussi un joueur qu'on verra plus tard. Donc les chansons, il y en a beaucoup sur la pelote. Je ne vais pas toutes les mettre évidemment. Celle-ci, elle est en basque. Je la mets parce qu'elle est due à un curé des Aldudes et qu'elle concerne une partie qui s'est passée pas loin, à la Mirita. Et c'est une partie des Aldudes contre les gens de l'autre côté. Voilà. Et qui se passe en octobre. Et qui ne se passe pas un dimanche. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Vous pouvez remarquer, si vous lisez un petit peu là,
qu'on donne les noms des joueurs. Souvent dans les chansons, on donne les noms des joueurs. Ici, il y a Antoine, je pense, il y a Michel Sella, il doit y avoir HTB Ritou. Et on raconte les exploits, et on parle souvent beaucoup des paris aussi, dans les parties. On était là à Chouane, toutes les parties qui étaient là, c'était là à Chouane. Vous verrez qu'on a du mal à se débarrasser de ce goût pour la longue pomme ici. Mais quand même, en 1857, pour l'inauguration du fronton de Baïgori, qui a été construit par les frères d'Abadi, comme celui du Rune, pour les fêtes, on joue au rebond. C'est une tradition, les frères d'Abadi, ils vont toujours laisser le premier jour, le dimanche, pour la religion, et puis le lundi et le mardi, c'est les parties de pelote. Et il y a toujours une affiche qui est en basque, parce que les d'Abadi sont les promoteurs de la langue basque. Et ils exigent toujours que l'affiche soit en basque. Vous voyez qu'ici, c'est El Rabotean. On ne parle pas de jeu de pommes, évidemment. Et encore des équipes, une équipe de l'autre côté, et puis une équipe d'ici, mais vous pouvez remarquer que dans l'équipe où il y a le moine de Sarre, et deux autres dont on n'a pas encore donné les noms, on n'a peut-être pas encore choisi, il y a le Melchior Doyarsson, qui était le meilleur joueur de l'époque. Et si on l'a mis avec les Français, c'est parce que sinon, ils n'auraient jamais gagné. Et donc c'est le 11 août, c'est jamais non plus, c'est pas non plus là un dimanche. Et ce qui est à noter là-dedans aussi pour l'histoire de la pelote, c'est que à partir du moment où les frères d'Abadi organisent des fêtes basques chaque année dans des villages différents, eh bien il y a des primes offertes aux joueurs. Jusque-là, les parties c'est des défis. Il y a une équipe ou un joueur qui défie un autre joueur ou d'autres joueurs, et ils jouent de l'argent, et derrière, à côté d'eux, évidemment, il y a des parieurs aussi. Mais les frères d'Abadi, eux, ils offrent des primes. Donc ça change beaucoup, quand même, dans l'histoire de la pelote. Je trouve que c'est pas pareil, un défi. Ou bien, les primes sont toujours une forte prime au gagnant, une plus petite prime au perdant, et aussi une prime au meilleur joueur, qu'il soit gagnant ou perdant. C'est comme ça dans la tradition de ces fêtes basques. Encore une fois, au rebond, je voulais vous mettre cet article parce que, pour une fois, on voit quand même des gens d'ici et à Baïgori qui jouent donc au rebond. C'est pas si fréquent. Donc en 1860, ce moment-là, entre 50 et 90, on va dire, c'est vraiment le moment de l'apogée du rebond. Alors, on joue énormément au rebond, mais ici, dans la vallée, quand même, moi, on a une préférence pour autre chose. Mais bon, là, ils jouent, c'est HTB Ritou qui joue. Et vous voyez que cette fois-ci, c'est un dimanche, mais c'est après d'être. Et puis, il y a les frères d'Abadi dans le coup. Parce que le rebond, c'est aussi parce que les frères d'Abadi sont dans le coup avec des primes. Parce que eux, c'est toujours le rebond. Donc, cette fois-ci, c'est encore à Baïgori, toujours avec d'Abadi, toujours une prime. Et donc, toujours cette annonce d'une partie de pommes. Alors, souvent on va dire, à une époque, partie de pommes au rebond, ou partie de pommes à la longue. Mais là, on est en 61, c'est vrai qu'on ne joue pas souvent des parties à la longue, excepté ici. Donc, bon, c'est une partie de pommes au rebond. On peut le voir souvent, les parties de pommes au rebond, au nombre de joueurs. Ici, qui est-ce qu'on fait jouer sur la place de Baïgori? Eh bien, on fait jouer les joueurs de Sarre et les joueurs de Hasparren. Parce que ce sont les meilleurs de l'époque, et c'est logique, parce que ce rebond, moi je pense qu'il est né en labour, et on dit Pousquois. Voilà. Donc, on fait venir ces joueurs-là. Pourquoi on les fait venir? Parce qu'on veut du public. Parce qu'une partie de pelote, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça rapporte de l'argent à la commune. Voilà. Quand on va dans les archives, on voit que c'est noté. Et les gens vont venir, il va y avoir une grande affluence. Et donc tous ces gens, ils vont consommer du vin à l'époque. Voilà, ils vont consommer. Et donc ça va faire des revenus pour toute la commune. Donc c'est une richesse. Il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a des parties de pelote. C'est la fête, la partie de pelote, ça suffit, c'est la fête. Après, on va mettre la fête au milieu, la partie de pelote au milieu de la fête du village. Mais la pelote n'avait pas besoin qu'il y ait la fête du village. Elle se jouait en semaine, n'importe quand, et il y avait du monde. C'est
c'était ça la fête. Et après, on va dire que la pelote, c'est le clou de la fête. C'est ça qu'ils disent dans les articles. Hein. Moi, je ne fais que répéter. En tout cas, il y a toujours du monde qui vient de partout. Et donc, il y a une petite anecdote ici, parce que Eshkwaldoun fait des dounes. Voilà, donc, même les rédacteurs du Courrier de Bayonne, ici c'est un article du Courrier, ils disent que la veille, des joueurs qui étaient venus ici, ils se sont détournés, ils sont allés prier la Madone à Ailette, réciter la prière du soir. Voilà. Bon, on revient cette fois-ci aux Aldudes, et on a encore une partie, vous voyez, on dit entre les Français et les Espagnols. Bon, c'est pas très choquant à l'époque de parler des Français et des Espagnols, on ne dit pas Pays Basque Nord, Pays Basque Sud. Il y a encore une foule immense qui vient, et qui vient évidemment de partout. Et d'habitude, évidemment, comme je vous ai dit, il y a Melchior, c'est le meilleur joueur dans les années 50. Donc, d'habitude, c'est les Espagnols qui gagnent, partout. À la fin, on ne joue plus contre les Espagnols, parce que ça n'a plus aucun intérêt, il n'y a plus de pari. Mais là, cette fois-ci, peut-être que Melchior n'était pas là, ils ne le disent pas, mais en tout cas, on a joué au rebot, et en plus, c'est les gens d'ici qui ont joué, c'est HTB Ritou, et malgré son obésité, hein, son gros ventre, il avait les jambes légères, et c'est lui qui a gagné, alors que les Espagnols, avec leur chef Caramillo du Bastan, disaient, si HTB veut gagner, il faudra qu'il laisse son ventre à la maison. Et les noms, les bourros, ils sont rentrés dans la poche des gens de Baïgori. Mais vous voyez quand même qu'ils ont fait une lutte au rebot, et à la suite, ils ont quand même fait une lutte au jeu qu'ils préfèrent, c'est-à-dire à la langue. Voilà, c'est la préférence est assumée pour la langue pomme, pas seulement ici, d'ailleurs ici, vous étiez canton de Moléo, et c'était la Soule et la basse Navarre qui préféraient vraiment jouer à la langue pomme. Et donc vous voyez que là, il lance un grand défi en 1863 sur la place de Biarritz, alors qu'en 1863, on ne joue plus que au robot quasiment. Donc vous voyez que la pelote dont on se sert, elle a 180 grammes. Alors à la longue pomme, on joue avec des pelotes qui font au moins 180, 200, 250. Chao disait que ça pouvait aller jusqu'à 500, moi je ne l'ai jamais vu, mais 300, oui. Alors, l'enjeu est de 2000 francs. 2000 francs, c'est le gros enjeu des grosses parties de pelote au rebot, par exemple. 2000 francs, c'est classique pour une grande partie de rebot. Et c'est ce défi qui a été lancé à la langue à tous les joueurs, hein. Du Labour, d'Espagne, voilà, ils ne craignent personne à la langue pomme, évidemment. C'est leur jeu préféré, la Shoah. Qui n'est pas un jeu, c'est le jeu qui a été adapté au Pays Basque parce qu'il y a des gants de cuir, éventuellement on utilise un mur qui est par là, mais c'est quand même les règles de la langue pomme, hein. Donc c'est pas un jeu typiquement basque. Le rebot, lui, c'est un jeu qui a été inventé ici par les Basques comme le bled, comme le jeu contre nous. Et vous voyez qu'il y a 4 manières de jouer en 63. La langue pomme, le rebot, vous connaissez. Le trinquet, au trinquet on joue à ce moment-là à Pachaka plutôt. Et le trinquet n'est pas très connu. C'est à partir du moment où on va enlever une galerie du jeu de pommes, en fait, parce qu'on joue dans des jeux de pommes en France, des salles de jeux de pommes. C'est quand on enlève une des galeries pour jouer contre le mur, donc au bled, dans le trinquet, et à bien nu surtout, et le trinquet va devenir quelque chose d'important, donc c'est à partir des années 1890-15. Et le blé, donc ça s'écrit comme ça s'écrit blé, bled, B-L-A-I-D, pléka en basque. Bon, il y a des petits changements de pratique qui interviennent, parce que dans les fêtes, on fait venir les meilleurs joueurs, mais là, on a décidé de faire venir des joueurs du canton. Et ça se passe à Asparin, ça se passe à Sarre, beaucoup. On dit, mais les jeunes, il faut aussi qu'ils jouent, et qu'ils jouent dans des grandes parties, parce qu'il faut qu'ils apprennent, ces jeunes. Il faut, parce que c'est eux l'avenir. Donc, il faut les faire jouer. Donc, vous voyez, le canton de Baïgori, lui aussi, a fait venir. Et vous voyez qu'on joue 5 contre 5. Alors, on n'a pas toujours joué 5 contre 5 au rebot, hein. À la longue pomme, on joue 2 contre 2, ou 2 contre 3, 3-3, 4-4, très souvent. Au rebot, on a commencé à jouer à 4. Et c'est petit à petit, et surtout dans les années 70, après, on s'est mis à jouer 5 contre 5. Donc voilà, là, c'est 5 contre 5. Et le journal est content parce que, au lieu de donner de l'argent aux joueurs étrangers, on le donne aux gens du pays.
Et cette langue pomme, eh bien, elle va se maintenir. Toujours, elle va toujours se maintenir. Enfin, en ce moment, il n'y en a pas trop, elle joue au robot. Mais peut-être que ça va revenir. Peut-être qu'avec cet exposé, vous avez décidé de faire une équipe pour jouer contre le Bastogne. Bon, alors, Lucía l'a bien aimé. Vous voyez ici, je vous ai mis cet article parce que c'est quand même exceptionnel. C'est un jeudi, bien sûr, c'est toujours en semaine. C'est dans les montagnes. Donc on continue à jouer dans les montagnes. C'est pas vrai de dire qu'on a d'abord joué dans les montagnes, les bergers jouaient dans les montagnes, et puis après le jeu il est descendu dans les villes. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les bergers, je ne pense pas qu'ils restaient 12 mois là-bas. Et puis de toute façon, le jeu de pommes, il se joue partout en Europe. Donc il se joue dans tous les villages, au pied des châteaux, il se joue dans les montagnes, partout où on peut jouer. Donc les bergers, quand ils sont dans les montagnes, ils jouent sur des aires assez plates, bien sûr, avec une pierre si possible pour pouvoir engager, mais pas que, hein, et on joue aussi dans les villages. Et tout de toujours. Donc là, eh ben, c'est un très jeune joueur, qui est secondé par un autre pas très fort, qui a défié tous les meilleurs joueurs des Aldudes. Et il a lutté contre 10 et il a gagné. Et c'était en novembre en plus. Maintenant, et bien ici, comme en Soule, je crois qu'on est passé de l'amour de la langue pomme et du Fian, on est passé de cet amour à l'amour du jeu contre le mur et au bled. On a joué au jeu à main nue, beaucoup. Et donc là, vous avez un premier exemple avec des joueurs, Birim de Cesse et Excelar de Baïgori, des joueurs qui ont été importants à cette époque-là, qui ont défié tous les autres joueurs, qui jouaient pas seulement ici, qui jouaient aussi au Trinquet de Bayonne, par exemple. Et donc, sur la place de Beausois. Donc, voilà, ce bled a plu aussi beaucoup, et je crois que les grands joueurs du XXe et du XXIe siècle à Baïgori ne sont pas rares, à main nue. Et on continue, comme vous le voyez dans votre article, on est en 1880. Donc 1880, la langue pomme elle a été vraiment abandonnée. Le robot, 10 ans après, il est abandonné lui aussi. Mais aux Aldudes, on va encore continuer à jouer. Et en plus, on joue pour 4000 francs. Alors là, 4000 francs, c'est une prime, je ne l'ai pas vue souvent, je l'ai vue 2 ou 3 fois dans tous les articles que j'ai lus. 4000 francs, c'était énorme. Et ils jouent, bien sûr, dans les montagnes. On n'a pas délaissé les montagnes pour jouer dans les villages. On continue toujours à jouer partout. On adore jouer dans les montagnes. Moi, je comprends quand on voit les montagnes. Hein, comme le jeu. Voilà. Une petite particularité des Aldudes, qui est aussi une particularité à Saint-Palais. Vous avez la même particularité. Vous avez, alors je ne vous l'ai pas dit, mais le mur contre lequel on va jouer au rebot, il s'appelle le rebot. Et le jeu a pris le nom du mur, en fait. Hein. Rabotéal, c'est qu'on joue contre le mur contre le rabot. Donc ce mur de rabot, il est construit, il ne faut pas croire, il est construit au XVIIIe siècle, il y a déjà des murs de rabot. Hein. Donc le rebot, il date de longtemps aussi. Donc, les murs de rebot, ils sont construits, souvent ils sont construits dans des terrains, souvent dans des terrains privés d'ailleurs, c'est le cas à Saint-Palais, c'est dans le terrain de Pépi-Barbaste, parce qu'on joue d'abord dans la place du village. Mais dans la place du village, ça dérange beaucoup. Ça dérange les charrettes qui doivent passer, ça dérange les gens dont on casse les fenêtres au passage, enfin, ça dérange les gens qui veulent passer sur la place et ils ne doivent pas parce que ça joue à pelote. Donc, le jeu de pelote, hop, on va le mettre ailleurs, on va le mettre sur un terrain. Alors souvent, on le met sur un terrain privé, c'est le cas à Asparin, il va être sur un terrain privé. À Saint-Palais, il est sur le terrain de Pépi-Barbaste, avec un mur construit, un rebot. Et puis il y a un monsieur qui achète le terrain qui juste se termine au mur de rebot. Alors il dit, ben, moi je voudrais construire ma maison là, je demande l'autorisation à la mairie de construire ma maison sur ce mur de rebot, parce que c'est possible d'avoir une mitoyenneté. Alors on lui dit oui, mais attention, le conseil municipal se réunit, attention ici le jeu de pelote, et c'est pareil aux adultes, c'est la même histoire, après c'est le même Michael, c'est la même histoire, donc le jeu c'est primordial, donc le jeu d'abord, vous
vous faites votre maison, mais pas question d'ouvrir des fenêtres au niveau du jeu, des portes non plus. Et si vous faites des fenêtres en haut, d'accord, mais attention, les volets, ils doivent être à l'intérieur, il ne doit y avoir aucune aspérité, parce que sinon ça pourrait dévier la pelote. Pas question. Et les jours où il y a pelote, évidemment, tout le monde est au courant, et vous fermez vos volets. Voilà, hein, c'est comme ça. Donc, à ces conditions, si vous voulez, vous pourrez faire votre maison. Et c'est comme ça qu'ils construisent. Aux habitudes, pareil. Et donc là, vous avez la maison en question a été saisie, elle a été récupérée pour l'administration, ici donc pour la caserne, et ils veulent faire des travaux. Et ça ne marche pas comme ça. Hein. Et toujours en 1891, eh ça ne marche pas comme ça. Ils n'auront pas l'autorisation de faire leurs travaux parce qu'il y a une servitude, c'est écrit là à la mairie, et on ne touchera pas au jeu de pelote. Donc c'est quand même très important dans l'histoire du pays, la pelote. Et ici, donc, je vous ai mis juste la date de 1943 que j'ai trouvée dans le cadastre, c'est-à-dire que jusque-là, le fronton, qui est municipal maintenant, c'était une propriété privée également, c'était la propriété des Dabadi, et en 1943, c'était Pense-Chipia, et en 1943, c'est la commune qui le rachète. Ça va être pareil d'ailleurs, même histoire à Saint-Palais, ils ont aussi racheté le nord. Et pour vous dire, ben non, le XXe siècle n'a pas vu s'arrêter le Shoah. Il y a eu la fameuse partie au plateau de Garcella en 1921, là, qui est racontée dans le Choix du Mac, on a donné à Rivière. Mais il y a aussi cette partie à la Miarieta encore, à 5 km des Aldudes. Il y a en 1952 celle qui a été faite à l'initiative du maire, et puis pour Eshkol Salem, Bilsala, et puis il y a aussi en 1956 une partie à Garcella. À l'origine, c'était les bergers du rebelle qui étaient rentrés d'Amérique, qui ont voulu cette partie. Et je voulais juste vous signaler aussi une petite chose qui est intéressante. Le monument aux morts, ici, il présente un grenadier. Donc, quand il y a un projet comme ça à la commune, c'est largement débattu. Et le projet de Danglade a été choisi parmi d'autres. Et le grenadier qu'il représente, c'est aussi un grenadier dont le geste rappelle le geste du joueur de pelote. Et c'est pas par hasard que ça a été pris. Il y a la même chose à Urugne d'ailleurs. Et sinon, dans d'autres monuments aux morts, on va trouver une pelote, on va trouver un cistera. Pourquoi? Parce que les Basques, c'était des joueurs de pelote. Et je termine avec Arcé, parce que vous avez aussi un très grand joueur. Là, moi, je vous l'ai mis dans des parties où il est tout jeune, hein, 1922. Il a participé, c'est des parties tellement mémorables. Et les Sondoko Partida, c'est d'ailleurs encore une chanson sur l'air de Lili Batikushidut, je crois, de Jean-Baptiste Millox. Et les Sondoko Partida, c'est la partie qu'ils ont perdue d'un point, mais qui a fait une chronique extraordinaire, et où quand même le chroniqueur dit « Tous ont été d'accord pour dire que Arcé a fait un jeu magnifique. Il a dominé le lot. » Et il était face aux frères Dangaitz, donc c'était pas n'importe qui à l'époque. Et eux, ils étaient jeunes, Léonis et Arcé. Et vous avez encore, là, il a lutté contre Mondragonès, bon, mais qui était le grand héros de l'époque. Il a perdu pendant 24 ans. Et c'était déjà magnifique d'être là, face à Mondragonès. Place à l'histoire. Merci.